Merci Madame Arouette. Donc, je continue du coup. Donc, point suivant, donc l'adoption du compte administratif. Donc là, ça va être la présentation de tout ce qui s'est passé dans l'année au niveau de la commune et qui a été dépensé ou encaissé par les services chez nous. Donc bien sûr, on va retrouver des chiffres de fin équivalents à ce qui vient de vous être énoncé. Je vais faire la présentation uniquement sur les tableaux généraux, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça a été présenté en commission finance début mai. S'il y a des questions, après on rentrera dans les détails si vous le voulez. Donc sur ce compte administratif, on va passer... hop. Donc on va aller directement sur les tableaux que vous aviez sur la page que je retrouve. Donc c'est page 6 du document, qui est marqué 6 en bas de la page, avec les dépenses de fonctionnement. Donc des dépenses totales de fonctionnement qui s'élèvent donc à 7 272 364 €, donc en augmentation de 1,47% par rapport à 2017. Sans les séparations d'ordre, on va avoir les dépenses réelles de fonctionnement pour un montant de 7 041 720 €, en augmentation cette fois-ci sur les dépenses réelles de 1,25%. Toutes les comparaisons sont faites par rapport au CA de 2017. Donc les principaux postes de dépenses qu'on a eu sur le fonctionnement. Donc dans le chapitre 11, les charges à caractère général représentent un montant total d'1 508 911,89 €, une hausse de 3,3%, plus importante que les années précédentes, en lien avec différentes choses. Donc la hausse sur les taxes sur le gaz qui ont augmenté assez sensiblement l'année dernière. Le compte de maintenance informatique qui a été étendu également. L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été faite pour la consultation et le suivi du marché de restauration. Et puis également des frais plus importants sur les frais d'avocat pour les procédures sur les gens du voyage ou la toiture de la salle Jules Léoté par exemple. Voilà les principales causes de cette augmentation sur ce chapitre. Sur le chapitre 12, les charges de personnel pour 4 425 680,50 €. C'est une hausse qui reste modérée, à plus de 2%, avec une stabilité sur le montant des personnels titulaires, qui montre la bonne anticipation sur l'évolution des postes et des carrières, et une hausse par contre sur les non-titulaires, qui est essentiellement due à des remplacements pour des arrêts de longue durée. C'est quand même une hausse de 76 000 €, mais on verra dans les recettes, on a 67 000 € de remboursement d'assurance qui viennent en recettes supplémentaires compenser ce surcoût pour les remplacements. Sur le chapitre 14, en atténuation de produits, on a 141 499,58 €. C'est en baisse de 6,3%, essentiellement dû à la baisse de notre pénalité SRU, puisque sur l'année entre 2017 et 2018, notre taux de logements sociaux était passé de 10,37 à 11,71%. Et donc on avait baissé notre pénalité SRU du fait de cette augmentation. Sur le chapitre 65, ensuite, donc les autres charges de gestion courante, 885 031,92 €. C'est en baisse de 2,5%. Ce sont des ajustements de contribution au niveau de l'école privée par rapport aux calculs qui sont faits chaque année, en fonction des effectifs publics, privés et des frais encourus. Et puis également l'ajustement qui avait été fait au niveau des frais du CCAS. C'est là qu'on a, ce chapitre 65 comprend aussi des annexes que vous aviez sur les participations et sur les subventions. Vous aurez pu noter que le niveau de subvention, par exemple, reste au même niveau que les années précédentes. Le chapitre 66, enfin, sur les charges financières, 75 547,42 €. Donc là, on a une baisse assez conséquente par rapport aux années précédentes, puisqu'on a eu 2 emprunts avec les taux qui sont très favorables actuellement. On a même eu 2 emprunts dont le taux était descendu à 0% pour l'année 2018. Il n'y a pas eu d'intérêt du tout, ce qui explique cette forte baisse. Les dépenses réelles ont donc été de 216 591 € de moins que les inscriptions budgétaires, si on cumule BP et DM. Donc moins de 3% d'écart, ce qui montre que la perspective budgétaire a été bien envisagée et que sa réalisation a été bien maîtrisée. Voilà pour la partie dépenses. Donc en recettes,
de fonctionnement. Les recettes totales de fonctionnement étaient de 8 416 487 €, 8 416 487 €, on va y arriver, auxquels s'ajoute le report de l'exercice 2017 pour un montant de 74 933 €. Les recettes réelles sont en hausse modérée de seulement 0,6% par rapport à 2017. Donc, les dotations, comme le revenu des taxes, ont été globalement stables cette année. On avait eu des hausses un peu plus importantes l'année dernière sur les taxes et des baisses de dotations. Cette année, tout s'est stabilisé à peu près. On verra comment tout à l'heure. Ce qui explique cette stabilisation des recettes réelles. Elles sont supérieures aux prévisions pour de l'ordre de 297 862 €. Sur le chapitre 13, atténuation de charges, 127 979 € en tout. Donc c'est là qu'on retrouve le remboursement des assurances du personnel. Donc on a une forte augmentation également ici, comme je vous disais tout à l'heure, 67 000 € de plus qu'en 2017. Le chapitre 70 sur le produit des services, 1 171 338 €. Donc c'est en hausse de 10% pour les services à la population. Donc il y a la fréquentation de nos structures qui vient bien sûr participer à cette hausse, mais également une augmentation des participations de la CAF qui est venue abonder le fonctionnement de nos services, essentiellement sur l'enfance-jeunesse. Sur le chapitre 73, donc impôts et taxes, à hauteur de 5 981 832 €. Donc on est globalement sur une stabilisation puisqu'on est à moins 0,26% sur le chapitre complet, mais avec des disparités quand même, puisque sur les contributions directes, c'est-à-dire la taxe d'habitation et taxe foncière, le taux est toujours constant bien sûr, mais l'augmentation de l'assiette et les valeurs locatives qui sont réévaluées chaque année fait une augmentation sur ces taxes-là de 4,2%, alors que sur les droits de mutation que l'on touche sur chaque vente de propriété sur les Sorinières et sur la TLPE, on a eu un léger tassement là, sur ces taxes-là qui vient donc rabaisser le niveau global d'impôts et taxes, avec des démontages d'enseignes qui sont venus suite à la mise en œuvre de la TLPE, qui est aussi un des objectifs de cette taxe. Le chapitre 74, sur les dotations, 946 667 €. Donc là, on a une légère hausse de 2,4%, avec une dotation forfaitaire qui, elle, continue de baisser. Mais on retrouve à nouveau un versement de dotation nationale de péréquation qu'on n'avait pas eu en 2017. On avait eu une interruption de cette dotation en 2017, là on l'a retrouvée en 2018. Et une augmentation également de la dotation de solidarité rurale. Et donc globalement, la DGF a augmenté légèrement. On a également une baisse sur ce chapitre au niveau des TAP, bien sûr, puisqu'on a arrêté on est repassé à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre. Donc les remboursements de l'État et de la CAF pour ces activités sont bien sûr en baisse. Et on a également les compensations de la taxe d'habitation par l'État qui sont en augmentation. Donc c'est des exonérations qui sont prévues pour nos contribuables et qui viennent être remboursées par l'État pour qu'on touche la somme. On n'a pas eu tout a été compensé intégralement par rapport à la baisse des taxes d'habitation de 30% pour les 80% de ménages concernés. On espère que cette compensation continuera. Le chapitre 75, les autres produits de gestion courante, pour 108 312 €. Donc c'est en baisse dû à l'arrêt du remboursement par Nantes Métropole de l'adhésion au bassin de Grandlieu, mais qu'on n'a plus non plus en dépenses. C'est une compétence qui a changé. C'était compétence communale, c'est passé métropolitaine. Nantes Métropole nous remboursait, donc bien sûr maintenant ils payent directement. C'est essentiellement ça la baisse sur ce chapitre 75. Sur le fonctionnement, donc globalement, on retrouve le résultat de l'exercice 2018 à 1 144 122,85 €, pour un excédent de fonctionnement reporté, comme on l'a vu tout à l'heure, d'1 219 056,60 €. Donc on est au même niveau d'excédent global à reporter, hors emprunt, puisqu'il y avait des histoires d'inscription de réaménagement d'emprunt l'an dernier. On était à 1 244 933 sur l'excédent de fonctionnement 2017. Donc on reste au même niveau. Sur la section d'investissement, le tableau global des dépenses.
Donc les dépenses d'investissement au total s'élèvent à 1 548 849 euros, avec toutes les opérations d'ordre, ce qui nous donne une dépense réelle d'investissement d'1 491 130 euros. Ce montant est à comparer aux dépenses de 2017, hors réaménagement d'emprunt encore, qui était de 1 661 629 euros. Donc c'est en légère baisse, et on va voir comment ça s'est fait. C'est essentiellement dû au report du paiement du centre technique départemental, entre autres. Si on reprend les dépenses d'équipement, donc qui sont sur les chapitres 21-23, pour un montant réalisé de 1 60 323 euros, pour des crédits ouverts de 1 768 971. Donc on a un taux de réalisation réel de 60%. Hein, et comme je vous le disais, il y a eu l'achat du centre technique départemental qui est devenu le centre associatif de Lillette. L'achat a été réalisé en novembre, mais son paiement n'a été effectué que sur 2019. Donc c'est une opération qui a bien été réalisée, mais non payée. Hein, sinon, le taux de réalisation aurait été de 83%. On a eu 80 000 euros de crédits non utilisés, concernant des opportunités d'achat de terrain pour 50 000 euros, une subvention d'études à la Porte Sud pour 23 000 euros, et la signalétique des scènes municipales pour 8 000 euros. On a également eu des travaux et études qui ont été non soldés, mais reportés en 2019. En reste à réaliser, qu'on a pu le voir tout à l'heure, pour 536 536 euros. Donc le pôle associatif de Lillette, bien sûr, pour 404 000 euros. Et l'autre gros budget de ce report, c'est les vestiaires modulaires du patinodrome pour pratiquement 80 000 euros. Et également, donc ensuite, des travaux et achats qui ont été inférieurs au coût estimé, pour près de 55 000 euros quand même, sur un total de 600 000 euros qui étaient budgétés pour ces achats-là. Donc environ 10% d'économie, on peut dire, sur ce qui avait été budgété. Donc les principales dépenses qui ont été réalisées, ça a été pour les travaux de l'ADAP, pour le réaménagement, les travaux du réaménagement du pôle associatif de Lillette, également pour ceux de l'ancienne menuiserie, l'atelier ici, à côté des garages de la mairie. La voie douce au Sable d'Or pour aller vers le champ de foire. Une première tranche de la clôture du stade Bartra. Le réaménagement des salles de musique. Et puis dans les écoles, la réflexion du sol de 3 classes au Clos du Moulin et la pose de store sur plusieurs classes de la Tillelière. Au niveau des dépenses financières, on en a eu pour 491 047 euros. Donc qui était au niveau de la prévision budgétaire avec le capital de l'emprunt pour 430 806 euros. L'adhésion à l'agence France Locale, qui était la dernière annuité pour 11 500 euros. Et puis la troisième des 6 annuités du portage de l'AFLA pour la maison du 17 rue de Nantes pour 48 741 euros. Et les opérations d'ordre qui font le total, qui s'élèvent à 57 719 euros, qui correspondent à des amortissements de subventions et à des travaux réalisés en régie. Sur les recettes d'investissement, on a un montant total de recettes qui s'élève à 1 395 722 euros, avec des subventions pour 71 706 euros, dont la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 44 498 euros et la réserve parlementaire sénatoriale pour 27 209 euros, essentiellement pour financer les travaux de l'ADAP. Et puis ensuite les recettes financières, donc le FCTVA qui correspond à un remboursement de TVA donc sur les travaux réalisés l'année précédente, donc en 2017, pour 193 370 euros. Et puis l'excédent de fonctionnement de 2017 qu'on avait reporté sur 2018 pour 900 000 euros. Les opérations d'ordre, elles correspondent à des amortissements pour 230 645 euros, le chapitre 040. Donc sur l'investissement, l'exercice présente un solde d'investissement négatif de 153 127,02 euros, qu'elle fait ajouter le déficit de 2017 qui est reporté automatiquement sur l'investissement de l'année suivante pour 186 058,07 euros. Et donc un résultat d'investissement négatif de 339 185,09 euros, qu'on a reporté automatiquement sur l'investissement de 2019 lors du budget primitif. Donc le résultat net de 2018, on va encore rappeler les mêmes chiffres qui ont déjà été dits par ma première intervention et par Mme Herwed. Donc le résultat net de 2018 est de 879 871,51 euros. Donc c'est la différence
entre notre excédent de fonctionnement et notre résultat d'investissement. Ce résultat permet de dégager un autofinancement qui reste sans doute limité, mais qui est en augmentation et qui va participer au financement des projets qu'on avait inscrits lors du dernier conseil au budget 2019. On a fait ce budget à nouveau sans nouvel emprunt, ce qui est quand même appréciable et qui nous permet de dégager des perspectives pour les projets plus conséquents qui sont à venir, comme la médiathèque, hein, bien sûr, tout le monde y pense. Au niveau de la dette, au 1er janvier 2019, elle est de 428 € par habitant. Elle était de 488 au 1er janvier 2018. Et le capital est de 3 571 392,82 €. Avec une annuité à intérêt plus capital à 510 000 € pratiquement. Donc en conclusion, on peut dire qu'on constate une fois encore que le budget de 2018 qui avait été établi était sincère, avec une réalisation des dépenses de fonctionnement très proche des prévisions. Que la réalisation fidèle des prévisions d'investissement, hors paiement reporté de l'achat du centre technique départemental, on a assez bien suivi les investissements que l'on avait souhaité faire. Le résultat de fonctionnement qui est stabilisé sur un bon niveau, c'est grâce à la bonne adaptation entre la dynamique de développement que l'on souhaite et les frais de fonctionnement que cela induit. Et on notera pour la première fois depuis plusieurs années quand même une stabilisation des dotations de l'État. On est loin des niveaux qu'on a eus, mais ça se stabilise quand même. Et puis comme je leur disais tout à l'heure, les recettes de taxes d'habitation qui représentent une part importante de nos ressources. Donc il convient de rester très prudent dans notre gestion budgétaire, puisqu'il y a une incertitude qui reste toujours pesante sur l'avenir de ces contributions et de ces compensations par l'État. Donc voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur ce compte administratif. Donc maintenant, si vous avez des réactions ou des questions, Vincent. Alors c'est juste une petite question, mais pour information, concernant donc les recettes, donc le retour de la CAF, 70 000 plus 31 000 €, on est à plus de 100 000. Une explication, comment on peut avoir un retour d'un tel montant? Alors il y a un montant qui est très important, c'est essentiellement sur l'enfance-jeunesse, donc il y a par rapport à la fréquentation de nos structures et l'adaptation qu'on fait des services pour accueillir tout le monde, et qui donc permet une réévaluation d'après la Convention sur nos versements. Et il y avait également des arriérés de l'année précédente qui ont été encaissés sur 2018, qui explique aussi que c'est vraiment une année un peu exceptionnelle à ce niveau-là. C'est juste un petit constat concernant ce budget. Donc on constate une augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,47%, si j'ai bien noté, et une augmentation des recettes de fonctionnement uniquement de 0,97. Donc on est en train de... C'est les bons chiffres. Hein. A priori qui n'était pas anticipé sur le budget primitif de cette façon-là. Donc c'est juste un constat que on dépense plus qu'on a d'argent, qu'on augmente les recettes. Donc c'est quelque chose qu'on avait constaté dans le budget primitif de 2019 et qu'on va anticiper d'une année sur ce budget-là. Je pense que Jean-Marie, pour répondre à David, Jean-Marie... Ah non, il veut répondre avant? Ah non, mais c'est pas grave. Mais... Donc tu répondras, alors je te laisse dire. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que je constate que je me ferai un véritable plaisir d'approuver ce compte administratif, ce compte financier, puisque c'est le révélateur c'est des faits, hein, de ce qui a été dépensé, encaissé, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure. Donc c'est très factuel et ça montre bien que la situation financière de la ville est très saine. Les gros points en dépenses, c'est toujours pour plus de 4 millions les dépenses de personnel. Et là, Jean-Marie vous a bien expliqué que
cette dépense était stable au niveau du personnel titulaire. Et donc ça montre bien que la ville arrive, avec une gestion de ses personnels, à offrir plus de services aux habitants, puisque on l'a vu, la question a été posée, pourquoi la CAF aide davantage? C'est parce qu'il y a plus d'enfants aussi, à part l'arriéré, hein, mais il y a plus d'enfants dans les structures, donc plus de personnel à mettre en face des enfants, et donc on arrive à assurer des services à la population en matière d'enfance-jeunesse, de qualité bien entendu, et face pour plus d'enfants, et donc tout en stabilisant nos dépenses de personnel. Donc ça, je crois que c'est à souligner, parce que on a souvent tendance à critiquer les évolutions des dépenses de personnel. Évidemment, ça concerne les dépenses des titulaires, puisque comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, quand on a du personnel non titulaire qui augmente parce qu'il faut remplacer des congés maladie, après ça se compense en partie par les assurances, pas totalement tout le temps. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on assure plus de services aux habitants, et ça nous coûte plus cher, inévitablement, parce que même si les habitants payent pour un service de centre aéré, au final, ils sont loin de payer ce que ça coûte. Et même si la CAF aide, il en reste une part importante à la ville. Donc ça montre bien qu'on arrive à bien gérer l'ensemble des services avec du personnel municipal sans augmenter les dépenses. Les dépenses d'investissement, mis à part le paiement en 2019 du centre technique, on voit bien qu'on a effectivement réalisé, en termes de décision, en termes d'équipement ou de travaux décidés en investissement, on a bien réalisé 83% des dépenses d'investissement. Le reste, on vous a expliqué pour les raisons pour lesquelles un certain nombre de choses ne sont pas faites. Par exemple, le roller, vous savez qu'on a été obligé de relancer un appel d'offres pour 2019, compte tenu des réponses infructueuses qu'on avait eues en 2018. Et j'ai bien remarqué aussi que dans les travaux et les achats qui sont faits en direct par le personnel municipal, eh bien, nous avons une économie de presque 10%, ce qui veut dire que nos agences sont bien dans l'esprit de faire attention à chaque euro dépensé le plus justement possible. Et donc, on peut les remercier encore une fois du travail qu'ils font pour obtenir des économies dans nos dépenses. Évidemment, l'avenir, on a vu aussi que les recettes globalement étaient stables en fonctionnement, mais c'est surtout grâce aux augmentations du nombre d'habitants, d'entreprises, et aussi aux valeurs locatives qui chaque année augmentent mécaniquement par décision de l'État. Et nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition, nous avons quand même des recettes en augmentation, mais globalement les recettes sont stables. Et ces recettes de contribution directe, il y a une épée de Damoclès quand même au-dessus, tu l'as évoqué, mais moi je répète ce sujet-là, c'est grave la décision qui a été prise par le gouvernement de supprimer la taxe d'habitation pour les habitants. Même si elle est compensée actuellement, on sait très bien, j'ai une petite expérience en la matière, où les compensations, un jour, elles sont réduites, et puis on n'a rien à dire. Et en plus, c'est vraiment nous empêcher d'avoir la moindre autonomie fiscale, puisqu'on nous enlève la moitié de nos contributions directes. Donc, c'est pas du tout en accord avec toutes les belles déclarations qu'on a pu entendre au moment du grand débat, où on a dit aux maires, c'est beaucoup de réunions avec les maires dans le cadre du grand débat, parce que on a voulu flatter les maires dans le sens du poil, mais en même temps, on continue à leur enlever leur autonomie fiscale, et ça, c'est quand même très inquiétant pour l'avenir. Voilà ce que je voulais dire, sans oublier bien entendu que notre commune continue à se désendetter, et donc ça c'est très positif parce que nous pourrons, vous pourrez, je ne serai plus là, mais vous pourrez ensuite investir dans des équipements qui sont très attendus par la population, comme une médiathèque. Voilà ce que je pouvais dire. Ouais, je voulais rajouter sur cette histoire de taxe d'habitation, surtout que les compensations de l'État, on ne sait pas vraiment comment elles sont financées actuellement. Hein. Ça, c'est pas si clair que ça. Et quelque part, les habitants peuvent très bien se retrouver à les payer d'une autre manière. Donc, c'est pas si clair que ça, ces compensations de l'État. On ne sait pas du tout vraiment le réel financement.
Je voudrais juste ajouter que la perte cumulée qu'on a depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui sur donc la DGF, elle s'élève pour nous, en cumulé, je parle, à 1 783 720 €. Donc ça veut dire que cette somme-là, on l'a pas eue et qu'on a réussi quand même à maintenir un budget et des investissements qui font de nous, enfin en tout cas, une commune qui reste dynamique et qui gère un budget tout à fait au plus juste. Donc c'est quand même... et sans faire d'emprunt. Donc je pense que c'est une vraie, c'est quelque chose qu'il faut me pointer parce que c'est vrai que donc 2013-2018, si on compte jusqu'à 2018, c'est 5 ans. Donc c'est pas rien en somme. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est quelque chose qu'on a réussi à tenir malgré cette baisse-là. D'autres interventions? Donc juste avant de passer au vote, une petite conclusion. Donc par rapport à ce qui a été dit, j'ai bien noté, j'avais déjà relevé pour la taxe d'habitation qu'il fallait être très vigilant. Les efforts qui sont faits par les services, comme l'a souligné Christian, et par l'organisation qu'on fait. Et au niveau des frais de fonctionnement, c'est vrai qu'ils augmentent un petit peu plus vite que les recettes. Si on prend les chiffres sur les dépenses réelles et recettes réelles, on est à 1,25 en fonctionnement et en dépenses et à 0,6 en recettes. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant, mais on ne dépense pas plus que ce que l'on a de toute façon. Et on est très vigilant là-dessus. Et on a eu des dépenses inférieures à ce qui était inscrit au BP, et on a eu des recettes supérieures à ce qui était inscrit au BP. Donc on ne peut pas dire que ça n'avait pas été anticipé quand même. Et on continue à faire des efforts parce qu'on est conscient qu'il ne faut pas que ça dérive dans ce sens-là. Et on continue à faire des efforts, en particulier sur les frais qui nous impactent de façon assez importante en ce moment, tout ce qui est fluide, gaz, électricité et carburant. On essaye de faire des économies là-dessus avec le Conseil en énergie et avec des travaux qui sont prévus dans les salles cette année, entre autres sur des équipements en éclairage LED et autres, qui vont permettre également sur l'audit sur le service propreté qui est fait aussi pour essayer d'optimiser le service. Donc on a bien une démarche qui prend en compte toutes ces problématiques. Voilà. Avez-vous d'autres? On passe au vote. Je sors. Donc voilà, tu veux sortir. Madame le maire étant l'ordre donateur, c'est ça le terme? Elle ne peut pas voter le compte administratif. Donc on passe au vote maintenant qu'elle est sortie. Donc pour l'approbation de ce compte administratif, qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Qui est pour? Merci. Donc vous pouvez... Estelle, à moi qui m'entende.